Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce point presse. Nous commencerons par un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique qui est dédié cette semaine à la contre-ingérence militaire face au durcissement de la menace. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général de corps d'armée Philippe Sanjara, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense. Nous poursuivrons ensuite avec un point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Avant de vous présenter les actualités du ministère, je vous propose de passer en revue les événements phares de la semaine. Lundi, le président de la République s'est rendu en Égypte dans le cadre d'une visite officielle. Le ministre des Armées qui accompagnait le président lors de cette visite s'est entretenu avec son homologue égyptien. À l'occasion de la livraison de 2 Rafales commandées par l'Égypte, les ministres ont salué la qualité de la coopération bilatérale de défense fondée sur un partenariat stratégique robuste. Ils ont également échangé sur le renforcement de la coopération capacitaire. Hier, le ministre a été auditionné par la commission défense de l'Assemblée nationale sur l'évolution du contexte international et l'actualisation de la revue stratégique 2022. Cet après-midi a lieu au siège de l'OTAN à Bruxelles une réunion des ministres de la Défense de la coalition des volontaires. Cette réunion est coprésidée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu et le secrétaire d'État à la Défense britannique John Healey. Les chefs d'état-major des armées français et britanniques qui se sont rendus en Ukraine la semaine dernière seront également présents à cette réunion. Du côté de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, ce soir, Patricia Miralles sera présente au concert solidaire Sentinelle d'un soir au profit du Bleuet de France, salle Pleyel à Paris. Et demain, la ministre inaugurera le village des blessés qui ouvrira ses portes au Centre national des sports de la défense à Fontainebleau. Je passe maintenant aux actualités du ministère. Et commençons avec un exercice mené par l'armée de terre du 14 au 25 avril, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, dit Sanzub, un centre unique en Europe, accueillera 2 sous-groupements tactiques interarmes, un britannique et l'autre français, pour un entraînement commun. Côté britannique, le sous-groupement du 1er bataillon Royal Welsh Regiment sera composé de près de 170 soldats et 20 véhicules blindés. À leur côté seront engagés 170 légionnaires issus de la 4e compagnie de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, renforcés d'un peloton du 1er régiment étranger de cavalerie et d'observateurs d'artillerie du 3e régiment d'artillerie de marine. Une vingtaine de véhicules de dernière génération du programme Scorpion seront également mobilisés pour cet exercice. Un état-major franco-britannique sera également déployé pour commander les phases d'action et permettre aux 2 nations de s'entraîner conjointement. Cet exercice vise à renforcer l'interopérabilité entre nos forces. Il offrira la possibilité aux unités mobilisées de parfaire leurs fondamentaux de combat interarmes en zone urbaine. Les médias qui souhaitent se rendre sont conviés à suivre cet entraînement la journée du 22 avril et dans ce cas, vous pouvez vous rapprocher du CIRPATER. Sur un autre registre, une actualité cette fois sur le sujet de défense durable. Le 7 avril, le ministère des Armées a récompensé 9 projets en lien avec la transition écologique. Issus des armées, directions et services, ces projets bénéficieront, grâce au Fonds d'intervention pour la transition écologique, de crédits pour être développés dans les territoires. Cette initiative illustre le soutien du ministère au développement d'une défense durable, soucieuse de préserver ses ressources dans la durée et d'y parvenir par l'innovation et par des réalisations concrètes. Poursuivons avec 2 actualités dédiées à la commémoration et à la mémoire. Le 15 avril, le 13e bataillon de chasseurs alpins commémore, dans la station franco-italienne La Rosière, les 80 ans des combats du Roc Noir. Tout au long de la journée, une série d'événements est organisée pour honorer la mémoire des combattants de 1945 et permettre au public de revivre cette page d'histoire. Au programme dans la matinée, exposition de matériel militaire suivie d'une reconstitution historique au sommet du Roc Noir. Et dans l'après-midi, nous avons une messe commémorative qui sera suivie de la projection en avant-première du film
Champ de bataille 1945. Ce film met en scène des soldats du 13e bataillon de chasseurs alpins rejoignant les scènes de combat de leurs aînés. La journée se conclura par une cérémonie militaire en présence d'une classe primaire de la région. Les médias qui souhaitent suivre cette journée peuvent se faire connaître auprès du célibataire également. Autre actualité, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire des Alliés, je vous signale le lancement d'une série de podcasts que l'on trouvera disponible à l'écoute dès le 14 avril. En partenariat avec France Culture et le label Savoir Plus, l'Ordre de la Libération et son musée lancent une série audio sur les compagnons de la Libération. Appuyés par des documents d'archives inédits, ces épisodes racontent avec précision et émotion les parcours de 6 figures de la résistance. Pour conclure ces activités, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 17h30 sur la chaîne parlementaire pour la diffusion du nouveau reportage du journal de la Défense. Dans cet épisode intitulé « Manœuvre sur le flanc Est », vous pourrez observer de près le déroulement de l'exercice Picné qui s'est déroulé en Estonie. Cet exercice majeur s'inscrit dans le cadre des missions de réassurance de l'OTAN dans les pays baltes. Nos forces y ont participé aux côtés de nos alliés dans une dynamique de coopération interarmée. Mais je ne vous en dis pas plus et nous allons pouvoir maintenant regarder un extrait. Pour se préparer à un conflit de haute intensité, la France a participé en Estonie à un entraînement de grande envergure dans le cadre de l'OTAN. Ok, donc vous appuyez et il y a 30 qui va vous relever sur votre droite. Des moyens terrestres, maritimes et aériens engagés, mobilisant près de 2000 hommes, dont 700 soldats tricolores. Le journal de la Défense, manœuvre sur le flanc Est, au plus près de l'action, c'est dimanche à 17h30. Je passe maintenant au focus thématique dédié à la contre-ingérence militaire face au durcissement de la menace. Dès 2008, une nouvelle fonction stratégique nommée connaissance et anticipation est identifiée dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. La contre-ingérence représente l'une des composantes essentielles du renseignement. Elle vise à prévenir tout acte hostile désirant porter atteinte, autrement que par la confrontation militaire directe, aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi qu'à la défense nationale et au secret de la défense. La direction du renseignement et de la sécurité de défense, DRSD, est un service du premier cercle placé sous l'autorité du ministre des Armées. Sa mission est de protéger les armées et les ressortissants du ministère des Ingérences étrangères et de détecter des vulnérabilités afin d'y apporter une réponse adaptée. Or, dans un contexte de dégradation de l'environnement stratégique, les tentatives d'ingérence, facilitées par l'évolution du numérique, se sont démultipliées. Nous avons rarement le privilège d'entendre un directeur de service de renseignement s'exprimer, et je remercie donc le général Sanjara d'être présent aujourd'hui et lui laisse la parole sans plus tarder, afin qu'il nous parle de l'action de la DRSD en matière de contre-ingérence militaire. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Bonjour à tous. Donc, je suis le général Philippe Sanjara, directeur du renseignement et de la sécurité et de la défense, la DRSD, depuis octobre 2022. Et j'étais auparavant adjoint puis chef CPCO pendant 4 ans. Donc, comme cela a déjà été évoqué, la DRSD est le service de renseignement dont dispose le ministre pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des matériels, des informations et puis des installations sensibles. La DRSD, elle est compétente sur l'ensemble du ministère, donc notamment les forces armées, mais également sur l'industrie et les établissements de recherche qui intéressent la défense, c'est-à-dire environ 4000 entreprises et puis plusieurs dizaines de laboratoires. Avant de rentrer plus avant sur les menaces, je pense qu'il est nécessaire de présenter quand même la façon dont on travaille. Et j'ai la chance d'avoir une devise, renseigner pour protéger, qui résume bien notre façon de travailler. Tout d'abord, on va travailler sur le volet renseignement, donc on va nous chercher à évaluer les menaces. Et puis, dans un deuxième temps, pour la partie protection, on va identifier nos vulnérabilités. Et en fait, on va croiser ces menaces et ces vulnérabilités au travers de ce qu'on appelle le prisme TESCO, qui est on va dire un sigle otanien
pour terrorisme, espionnage, sabotage, subversion, crime organisé. Et ce croisement au travers de ce prisme va nous permettre d'évaluer le risque et de savoir s'il est nécessaire soit de prendre des mesures d'entrave pour faire disparaître le risque, soit de prendre des mesures de réduction de risque pour que ce soit acceptable. Donc il y a bien ces deux volets, la partie renseignement et donc la partie protection. Suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire se caractérise pour moi par deux types de menaces. La première, c'est la radicalisation de la société, avec des mouvements et groupuscules de plus en plus violents, et qui s'est concrétisée évidemment historiquement par les menaces liées à l'islam radical et à toutes les tentatives ou les attaques terroristes qui malheureusement ont réussi. Désormais, tous les mouvements idéologiques, religieux, politiques sont touchés par cette tendance de radicalisation. L'ultra-droite, l'ultra-gauche, les verts radicaux, les complotistes, et j'en passe. Aujourd'hui, notre point d'attention est la convergence des luttes entre différents types de groupuscules, à l'image de ce qui s'est passé récemment entre les groupuscules antimilitaristes et puis les mouvements pro-palestiniens qui ont, par exemple, ciblé un certain nombre d'entreprises de notre base industrielle et technologique de défense, la BITD. Le second type de menace, c'est le retour des États-puissances. En réalité, cette menace, elle a toujours existé. Et surtout, ce qui caractérise aujourd'hui ce fameux retour, c'est plutôt la désinhibition générale des États pour pouvoir en fait agir et défendre leurs propres intérêts. Dans ce cadre, on constate que les centres d'intérêt des États sont évidemment dans notre domaine, l'organisation de la défense, les capacités militaires, les technologies de rupture, l'intelligence artificielle, le quantique, et puis la volonté, pour certains, de conserver leur avance, pour d'autres, de rattraper leur retard, évidemment technologique dans les capacités militaires. Sur ce point, il ne faut pas être naïf. Tous les États sont ingérants. Voilà. Et notamment sur les sujets économiques. Qu'est-ce qui va différencier cette ingérence? C'est l'étendue des centres d'intérêt. Typiquement, la Chine est intéressée par tous les sujets. La Russie sera plutôt focalisée sur les capacités militaires, les technologies de rupture, pour ne pas prendre de retard. La deuxième chose qui les différencie, ça va être le niveau d'agressivité et les modes d'action. Ce n'est pas la même chose, évidemment, d'avoir des gens qui s'introduisent nuitamment dans un local, faire des photocopies, entre guillemets comme à l'ancienne, que d'avoir, par exemple, l'utilisation du droit par les Américains au titre des lois extraterritoriales. Ces menaces, en fait, comme vous le voyez sur l'écran, elles sont, pour moi, exacerbées par la révolution technologique. Le cyber est devenu, évidemment, tout à la fois un nouvel espace de confrontation, mais aussi offre de nouveaux modes d'action. On a eu le cas, évidemment, bien connu de l'espionnage avec des logiciels espions type Pegasus. On a la problématique de l'ingénierie sociale via les réseaux sociaux. Ça a d'ailleurs été démontré récemment par France Info sur la capacité à recueillir des informations sensibles. L'exemple concret, c'est via une veille sur les réseaux type Instagram. S'il n'y a pas de sensibilisation des individus, vous êtes capable assez rapidement de savoir où vous habitez, où vous travaillez, est-ce que vous avez des enfants, quelles sont leurs écoles, quelles sont vos habitudes, quels sont vos hobbies, quels sont vos voyages, etc. Et donc on est capable de faire une vraie ingénierie sociale. Ensuite, il y a tous les champs d'action, notamment informationnels et réputationnels, avec une forte résonance dans le domaine cyber. Et puis, bien évidemment, mais ça, j'allais dire, c'est classique, c'est tout ce qui est lié aux cyberattaques. Suivante, s'il vous plaît. Sur ce point-là, j'allais dire qu'aujourd'hui, le niveau de menace est élevé. Mais dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, des tensions et des conflits au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi de la compétition économique exacerbée, et ça, c'est bien avant les épisodes des droits de douane, on assiste à une intensification générale de certaines menaces. Principalement l'espionnage, la subversion, la menace cyber et le sabotage. Je vais vous donner quelques exemples dans ce domaine-là. Sur l'espionnage, j'allais dire que
on a des actions qui sont plutôt des actions qu'on va qualifier de bas de spectre, mais qui s'apparentent à une multitude d'incidents, survol de drones, surveillance ou monitoring, comme on dit aujourd'hui dans le franglais, vol d'ordinateur, vol de téléphone, intrusion. Et tout ça sont des petits incidents pour lesquels il n'est pas forcément facile de les raccrocher directement à une action d'espionnage. Hein, ça peut être un vol crapuleux, mais qui, mis bout à bout, peuvent représenter quand même une menace importante, puisque c'est comme s'il y en avait des pixels. Et puis au bout d'un moment, les pixels, quand vous en avez beaucoup, vous avez une photo haute définition. Vous avez aussi des thématiques qui représentent un risque supplémentaire. On a la Russie qui s'intéresse énormément, évidemment, à tout ce qui touche à la formation des Ukrainiens dans les pays occidentaux ou tout ce qui touche aux grands exercices de l'OTAN. Là encore, plutôt avec des gens qui sont des agents, on va dire, peu qualifiés, mais qui en fait, recueillent du renseignement parce qu'eux, ils font de la surveillance ou qu'ils puissent faire remonter de l'information. On a aussi les salons de l'armement, qui est un gros travail pour la DRSD, puisque c'est des vraies opportunités, évidemment, pour nos industriels, mais c'est aussi un lieu de toutes les menaces, où là aussi, on peut essayer d'avoir des informations en faisant des prises de vue, de maquettes, le vol d'ordinateurs, etc. Donc c'est un point d'attention, et l'espionnage donc, est vraiment de ce point de vue-là, là aussi, important. Le deuxième point, c'est la subversion. Donc déjà, on va essayer de la définir. J'essaie de trouver une définition qui est assez simple et qui parle à tout le monde. Pour moi, c'est briser le lien de confiance. C'est-à-dire, on va briser le lien de confiance entre l'État et son armée, entre l'armée et les citoyens, entre les autorités politiques et les autorités militaires, entre le soldat et ses matériels, enfin voilà. Et donc, ce qu'on constate dans ce domaine-là, c'est qu'on a quelques actions des mouvances plutôt, on va dire, antimilitaristes, ultra-gauche ou pro-palestiniennes, qui s'attaquent plutôt à la réputation et qui mènent plutôt des actions symboliques, de type tag sur les murs, tractage, etc. En revanche, sur la subversion, nous, ce qu'on constate, c'est que dans le domaine notamment étatique, on a quasiment une réciprocité, une automaticité de la réponse russe dès lors qu'il y a des annonces que la Russie considère comme hostiles dans le cadre du conflit en Ukraine. Et donc là, on se retrouve assez rapidement avec des actions d'influence ou des attaques, donc des fois des actions d'influence, mais aussi des attaques assez violentes informationnelles, comme ça a été le cas en Afrique, notamment avec la sphère Prigojine et la sinistre société Wagner. Mais aussi, on a des actions bas du spectre qu'on a pu voir, donc qui sont plutôt symboliques et qu'on a pu voir récemment en France, via ce qu'on appelle des proxys ou des sous-traitants, d'ailleurs pas forcément idéologisés, de type les actions avec les cercueils sous la Tour Eiffel. Bon. Cette action-là, en fait, elle se répercute également dans le cyber, avec cette menace cyber, puisque c'est aussi un domaine dans lequel la Russie, notamment, agit, là aussi, plutôt dans le bas du spectre, avec des dénis de service. Dès qu'on a une entreprise qui est associée à un soutien en Ukraine, on a un déni de service sur son portail Internet. C'est pas forcément, ça ne touche pas à la production, mais on essaie de toucher à la réputation. En parallèle de ça, la menace cyber, eh bien évidemment, il y a une hausse assez forte de tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Là, la problématique pour nous, c'est quel est le lien entre les cybercriminels et possiblement des acteurs étatiques. Ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de cybercriminels peuvent être utilisés comme sous-traitants au profit d'un État. Mais il peut y avoir aussi des cybercriminels qui mènent une action criminelle et qui, par opportunisme, ont récupéré de l'information et puis, ma foi, la mettent aux enchères au plus offrant. Voilà. Donc ces liens-là sont quand même assez forts et on voit bien que ça augmente. Le dernier point, c'est tout ce qui est sabotage. Aujourd'hui, on n'a pas d'action caractérisée, en tout cas étatique,
Mais on a certaines actions récentes qui ont été liées notamment à l'ultra-gauche, puisque ça a été revendiqué sur un certain nombre de sites de cette mouvance, et qui s'attaquait à la base industrielle de défense. La question que nous, on se pose aussi, c'est, même si ça reste là aussi assez réduit, c'est la possible instrumentalisation, consciente ou non, de ces groupuscules par des acteurs étatiques qui y verraient un intérêt. C'est extrêmement complexe à caractériser, vous imaginez bien, mais c'est des points d'attention pour nous. Suivante. Donc dans ce contexte, pour la DRSD, on poursuit notre transformation et notre adaptation. Le premier volet, c'est tout ce que j'appelle anticipation et signaux faibles. Pour prendre une image assez classique, l'idée, c'est pas de voir qu'il y a un trou dans le grillage et de le réparer tous les jours. C'est d'éviter que quelqu'un vienne faire un trou dans le grillage, parce que sinon, au bout d'un moment, ça passera. Donc il faut qu'on puisse anticiper. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir du renseignement pour anticiper cette menace. Donc nous, par exemple, à la DRSD, j'ai mis en place des systèmes de red team qui essayent de se mettre dans la tête des gens en face. On essaye aussi de voir tout ce qui se développe aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter comme menace. Le métaverse, par exemple. Qu'est-ce que ça va nous générer comme possible menace dans l'avenir. L'intelligence artificielle, le quantique, etc. Et donc, en parallèle de ça, on va essayer de pouvoir anticiper en essayant de mieux détecter des signaux faibles. Et de ce point de vue-là, les outils d'intelligence artificielle, plutôt d'ailleurs des outils combinatoires, peuvent nous aider. L'autre point, c'est s'adapter évidemment aux nouvelles menaces. Là, il y a deux volets sur lesquels le service fait effort depuis maintenant quelques années. Un, c'est tout ce qui est loi extraterritoriale, ce qu'on appelle le lawfare. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde pense aux États-Unis, mais la Chine se dote d'outils. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de vérifier qu'on ne se retrouve pas effectivement pris entre le marteau et l'enclume. La deuxième chose, c'est tout ce qui est contre-ingérence informationnelle, puisqu'on voit bien que ce volet-là se développe et que ça peut nuire à nos intérêts. Tout ça, évidemment, pour qu'il y ait une meilleure protection. Et j'allais dire que pour qu'il y ait une meilleure protection, l'idée, c'est d'avoir une vision systémique de cette protection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre le physique et le cyber, ou l'informationnel. Tout doit être pris en compte. Voilà, une caméra de surveillance, c'est physique, sauf que derrière, c'est un logiciel d'exploitation. Donc il faut aussi avoir le volet cyber. Donc c'est vraiment cette vision systémique de la protection. Donc le service mène évidemment tout ce qui est enquête administrative, hein, à la fois pour les contrôles plénières comme pour les habilitations secrets, très secrets défense, etc. On en a quand même un nombre conséquent, pratiquement un demi-million par an. Tout ce qui nous permet de contrôler les accès en zone protégée, les accès en zone réservée, le besoin d'en connaître, les sensibilisations auprès des individus, les sensibilisations régulières. L'objectif aussi pour nous, c'est d'être au plus près des forces. Donc ça fait quelques années maintenant, on accompagne les forces. Récemment, on était avec le déploiement du porte-avions. On accompagne tous les grands exercices de l'armée de l'air Pégase. On participe maintenant aux grands exercices de l'OTAN. On s'est déployé auprès des forces qui sont françaises, qui sont en Europe de l'Est, en Estonie, en Pologne, en Roumanie. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, eh bien, j'allais dire, c'est supporté par notre nouvelle base de données qui va être déployée prochainement, qui nous permet en fait d'avoir des outils de big data et qui nous permettent normalement de mieux exploiter l'ensemble des informations qu'on a pu capitaliser. Voilà. Et pour ce faire, eh bien, la DRSD, elle a maintenant des moyens qui sont régulièrement augmentés depuis les deux dernières lois de programmation. On est aujourd'hui à peu près 1600, on devrait être, et on est doté de 25 millions d'euros, et à terme, on aura en 2030 1700 agents et un budget d'environ 30 millions d'euros. Voilà. J'en ai terminé, je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci. Bonjour, Nicolas Barros, Figaro. J'aurais deux questions. Il y a de plus en plus d'activités duales qui sont soit de la défense, drones, IA, etc. Est-ce que ça vous amène à étendre votre champ d'action, puisqu'il y a plus d'entreprises à surveiller? Comment vous prenez en compte cette dimension-là? Et sur la question du crime organisé, on a vu dans d'autres pays en Europe des actions de sabotage, etc., qui étaient menées par des criminels, sous-traitance. Est-ce qu'en France, vous avez constaté des liens qui s'installent entre un acteur russe et les crimes organisés, et comment vous travaillez avec les services compétents pour gérer cette menace? Merci. Alors pour tout ce qui est en fait effectivement les industries duales, en fait oui, on les suit. Quand elles sont duales, on les suit notamment en collaboration, en coopération avec nos partenaires de la DGSI, donc la Direction générale de la sécurité intérieure. Est-ce que ça étend notre spectre? Évidemment. Donc nous on regarde toutes les nouvelles technologies et possiblement les nouvelles entreprises. On a étendu nos champs, notre périmètre en fait aux entreprises du quantique ou de l'IA qui n'existaient pas il y a encore quelques temps. Tout l'écosystème des startups notamment. Voilà, donc effectivement ça augmente. Voilà. Et on travaille en relation avec l'ensemble des partenaires. Sur la partie crime organisé, non, on n'a pas constaté aujourd'hui voilà, de groupes criminels qui seraient en fait des sous-traitants de la Russie, par exemple, à l'exception évidemment des groupes cybercriminels où là on est certain qu'un certain nombre qui sous-traitent, enfin qui sont des sous-traitants d'État. Mais j'allais dire dans la partie physique, c'est pas le cas. En revanche, effectivement, sur ces domaines-là, je ne m'étendrai pas forcément beaucoup, mais dans ces domaines-là, on échange énormément avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème renseignement français, du premier cercle et aussi du deuxième cercle. Voilà. Et puis, sur un certain nombre de sujets, quand ça touche notamment la protection de nos forces, on échange également avec nos partenaires étrangers, aujourd'hui prioritairement européens, et notamment dans les pays d'Europe de l'Est, évidemment, ils sont très sensibles à tout ce type d'action, et donc on échange beaucoup sur les modes d'action constatés, les évolutions du contexte, etc. Bonjour, en général, Pascal Samama, journaliste indépendant. Il va y avoir le Bourget bientôt. Est-ce que vous avez mis un dispositif particulier pour les exposants français là-bas? Est-ce que vous leur avez donné des conseils particuliers? Comment vous encadrez ce type d'événement? Merci. Alors c'est une mission importante du service. Tous les grands salons, donc le salon du Bourget, Eurosatori, Euronaval, plus un certain nombre d'autres salons d'un peu moins grande importance, mais qui sont pour certains en région, sont un point d'attention pour le service. Et donc à chaque fois, on met en place un dispositif. Donc celui du Bourget est le plus important. Le salon, donc, c'est le dispositif le plus important de la direction. Comment on se prépare? D'abord, la priorité pour nous, c'est la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Donc ça passe par, j'allais dire, les relations qu'on entretient naturellement et tout au long de l'année avec les entreprises, en local, hein, puisque moi j'ai des postes, la direction a des postes au même titre que la DGSI dans les régions. Hein. Donc on est répartis de partout. Donc là on a des contacts quotidiens ou hebdomadaires avec les entreprises. Quand il y a le salon, on va faire, nous, une information un peu générale, ce qu'on fait régulièrement avec ce qu'on appelle la LIE, la lettre d'information économique, où on essaye de mettre des exemples de menaces réelles, mais démarquées, mais réelles. Hein. Donc c'est des choses qui sont réellement arrivées. Ensuite, on va faire des sensibilisations ciblées sur les entreprises au niveau local. Après, on fait des sensibilisations groupées en lien avec la DGSI et la préfecture de police de Paris pour les exposants français un tout petit peu avant le salon. Ensuite, sur le salon, moi j'ai des équipes qui agissent ès-qualité, hein, donc vraiment ils se présentent comme étant la DRSD, c'est pas secret. Et là on circule, et là on essaie de voir s'il y a des incidents. Quand il y a des incidents, ce qu'on essaie de faire, c'est de prévenir en fait un peu tout le monde en disant attention, faites attention à telle pas moi, prise de photos, il y a des gens qui essaient de rentrer dans des réunions qui ne sont pas prévues, etc. Et au cours du salon, un certain nombre d'entreprises peuvent nous redemander de sensibiliser leur personnel qui sont sur les stands,
parce que c'est une semaine, pour eux, c'est assez long, c'est fatigant, et des fois, il y a des baisses de vigilance. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail qui est très fortement centré sur la sensibilisation et la prévention. Général Aude-Leroy, indépendante. Justement, sur ce thème, est-ce que vous avez remarqué une recrudescence des actes comme ça d'espionnage sur les différents salons, notamment depuis 2022? Alors évidemment, si vous avez des chiffres, ce serait super, mais au moins avoir des tendances ou des pourcentages pour qu'on ait un peu une idée. En fait, comme les salons ont repris après la crise Covid, on a vu en parallèle de la participation qui augmente, enfin qui a augmenté, 2022, 2023, 2024, et là donc 2025, en parallèle, les menaces ont un peu augmenté. Alors est-ce que c'est homothétique ou pas? Pas forcément. Mais oui, ça a augmenté, parce qu'il y a de plus en plus d'exposants, de plus en plus de visiteurs, et naturellement, et statistiquement, il y a de plus en plus de gens qui essaient de récupérer de l'information de manière détournée. Est-ce qu'il y a eu des actions, et dans quelle mesure? Je n'ai pas forcément les chiffres. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui intéresse en priorité, dans le domaine de la contre-ingérence économique, il y a quelques sujets qui intéressent en priorité. Prioritairement, c'est tout ce qui touche au domaine spatial et aéronautique. Ça, typiquement, ça représente quand même un volet extrêmement important. Et tout ce qui touche aux technologies de rupture, parce qu'évidemment, là, tout le monde essaie de trouver, peut-être pas la pierre philosophale, mais en fait, d'avoir l'avance. Donc ces deux domaines, c'est plus de 50% des incidents. En fait, c'est quasiment... la proportion est quasiment la même sur les salons. On constate qu'en fait, c'est ces deux thématiques qui intéressent le plus les gens qui souhaitent avoir de l'information. Donc c'est plutôt technologie de rupture, aéronautique et spatiale. Donc forcément, du coup, le salon du Bourget va être un point d'attention important. Même si, quand on parle d'aéronautique, possiblement maintenant, vous le voyez bien, il y a eu une question là-dessus, c'est le domaine des drones est transverse, parce que ça touche et le monde naval, et le monde terrestre, et puis évidemment la partie aérienne. Bonjour, Laurence Defrano, Libération. J'ai deux questions sur la coalition des volontaires. Est-ce que vous voyez déjà une hausse d'ingérence russe, d'attaque russe sur ce sujet? Est-ce que vous anticipez une montée et comment? Et puis une autre, c'est pour savoir si dans les cas d'espionnage, est-ce qu'il y a des faux journalistes, ou est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Alors, sur la coalition des volontaires, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où la Russie perçoit des actions ou des déclarations comme hostiles, elle essaie de répliquer. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on pourrait faire au profit de l'Ukraine, cesser le feu, etc., forcément, ça les intéresse. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des réponses, encore une fois, qui peuvent être assez variées, beaucoup dans le domaine quand même informationnel, dans un premier temps, mais on s'y intéresse évidemment. Après, je pense qu'en fonction de la maturité du projet, de ce qui va réellement être fait, eh bien, on verra des modes d'action qui possiblement pourront évoluer. C'est pour ça que nous, par exemple, on essaye d'être au plus près des forces pour bien comprendre en fait comment tout ça va se passer et qu'on puisse adapter dans un premier temps, évidemment, on va dire la surveillance pour pouvoir voir ce qui se passe et puis proposer, et en tout cas participer à la bonne mise en place de mesures, de contre-mesures. Voilà. Mais en tant que tel, aujourd'hui, il n'y a pas eu plus d'actions que par rapport à une période où on faisait des déclarations sur, je ne sais pas moi, l'envoi de canons César au profit de l'Ukraine, etc. Ou les troupes de l'OTAN, pardon. Après, sur les modes d'action, en fait, la réalité, c'est que est-ce qu'il y a eu des faux journalistes? Oui, certainement. Parce que, par exemple, vous faire passer par un faux journaliste, pour faire passer pour un faux exposant, quand vous êtes dans un salon, ça vous permet d'avoir un accès.
Donc nous, ce qu'on fait, pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'est qu'en fait, là aussi, on parle de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens d'être sensibles à... Vous devez vérifier, si quelqu'un se présente comme journaliste, il faut vérifier que c'est un journaliste. Si quelqu'un se présente comme étant membre de la délégation Intel, qui a effectivement un rendez-vous avec vous pour avoir une présentation, il faut juste vérifier que cette personne-là, elle est membre de la délégation. Régulièrement, on a des gens qui s'intègrent dans des délégations. Puis c'est comme à l'école, hein, vous savez, vous commencez à compter, vous avez un élève de trop. Ben, c'est un peu ça. Ce que j'essaie d'expliquer souvent quand je fais des échanges, c'est que parfois, on a tendance à fantasmer le côté ingérence, avec des espions, des choses très compliquées. En fait, il y en a beaucoup qui sont des choses qui sont assez basiques et qui reposent sur le manque de vigilance de l'humain qui est en face. Et donc, tous les moyens sont bons pour essayer de passer et puis de rentrer pour avoir, j'allais dire, l'information qui va bien. Ou accès à quelque chose pour lequel on vous a dit vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, c'est pas forcément très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, c'est souvent de la sensibilisation. Les gens nous disent, mais en fait, des fois, les sensibilisations sont assez basiques. Ben oui, mais voilà, ne donnez pas des informations sur les matériels qui sont présentés, si jamais ces gens-là, vous ne les connaissez pas, ne leur laissez pas prendre de photos, vérifiez qui sont dans la délégation, est-ce que vous avez vérifié leur identité, etc. etc. C'est des choses assez basiques. Vous faites des formations Alors, c'est pas des formations, c'est des sensibilisations. C'est-à-dire que régulièrement, on fait des sensibilisations. Les entreprises le font elles-mêmes, hein, évidemment. Hein, ils ont des officiers de sécurité, etc. Et il y a des formations dans ce domaine-là. Mais nous, on fait des sensibilisations parce que, évidemment, d'abord, il faut les faire régulièrement. Parce qu'il faut quand même répéter assez régulièrement. Parce que comme c'est basé sur la vigilance, il faut le faire régulièrement. Et la deuxième chose, c'est que l'avantage de la direction, c'est que quand nous, on intervient S-qualité, le message a un peu plus de poids, évidemment, que quand c'est l'officier de sécurité de l'entreprise. Donc on arrive à avoir des sensibilisations qui sont adaptées. Donc ce n'est pas des formations, mais c'est des sensibilisations qui sont adaptées. On ne fera pas la même chose aux membres d'un COMEX, par exemple, d'une entreprise, ou alors à l'équipe de commerciaux qui vont aller faire un prospect à l'étranger, de celui qui est exposant demain au Salon du Bourget. Il y a des choses qui sont identiques, mais il y a des choses qui vont être spécifiques. Donc, voilà. Oui, j'aurais deux questions supplémentaires. Sur ce que vous dites là, sur ces agents un peu qualifiés, un peu amateurs, qui font des approches, qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous les repérez ? Ils sont arrêtés, on peut décrire la suite. Et vous avez aussi parlé de la base de données qui sera déployée. Vous pouvez un peu dire des éléments dessus, quand, et ce sera traité avec de l'IA pour être analysé. Merci. Alors sur les agents, les proxys, donc ou les sous-traitants peu qualifiés, en fait, qu'est-ce qui se passe ? S'ils ont commis un crime ou un délit, évidemment, il y a des plaintes et puis ça suit son cours. Mais si jamais c'est juste quelqu'un qui s'est égaré pour prendre une photo, en fait, nous, ce qu'on essaie l'entrave, c'est évidemment de faire cesser l'action. On voit en lien avec les unités, les entreprises, les services de sécurité, évidemment les forces de sécurité intérieure. Mais après, s'il y a, par exemple, quelqu'un qui surveille l'entrée d'une entreprise ou d'une caserne, on va essayer de lui faire cesser l'action. On va déclencher possiblement les forces de sécurité intérieure, gendarmerie ou police, pour l'écarter. Mais s'il n'y avait pas d'interdiction de prise de vue, etc., en fait, il n'y a pas forcément d'action. C'est pour ça que c'est assez difficile, parce qu'en fait, c'est comme c'est vraiment très bas du spectre. Et en plus, le lien n'est pas forcément faisable. Vous savez, j'ai découvert des choses en arrivant au service, vous connaissez peut-être, hein, mais les gens qui font de l'urbex, l'urban exploration. Voilà. Donc c'est des gens qui, pour avoir un peu d'adrénaline, vont dans des endroits qui sont soi-disant interdits. Donc je vais rentrer pour visiter. Quelle est la différence entre quelqu'un qui fait réellement ça parce qu'il veut avoir un petit peu d'adrénaline,
de celui qui fait ça parce qu'il fait un repérage crapuleux, et de celui qui fait ça parce que quelqu'un lui a dit « Tiens, je te donne 100 € et dis-moi si on peut rentrer par là ». Voilà. Donc vous le récupérez, et puis là, c'est en fonction de la législation en vigueur, est-ce qu'il a commis un délit ou pas, et puis il est poursuivi ou pas. Voilà. Après, sur la partie base de données, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure exploitation de l'ensemble des informations dont on dispose. C'est-à-dire, on a tout ce qui correspond aux enquêtes administratives, etc. Il y a tout ce qui est évidemment la collecte du renseignement, j'allais dire classique, d'un service de renseignement. Il y a tous les incidents, de ce qu'on appelle les incidents de sécurité qui nous remontent par les chaînes de sécurité, c'est-à-dire les survols de drones, intrusions, enfin j'en passe. Toutes ces informations-là, aujourd'hui, il y en a une quantité phénoménale. Donc l'idée, c'est d'utiliser les outils du big data, donc l'intelligence artificielle et d'autres, parce que l'intelligence artificielle, on met beaucoup de mots derrière, mais enfin, en tout cas des outils qui nous permettent justement de croiser toutes ces informations et de détecter des signaux faibles, des comportements atypiques, etc., et qui vont nous permettre ensuite d'aller creuser dans ce domaine-là. Je crois que nous avons également une... Alors, il y a une partie qui est déjà déployée et l'autre partie sera déployée normalement en fin d'année. J'ai une question qui se coule. Comment vous faites pour... Parce que le monde de la défense, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc, comment vous vous arrangez avec le RGPD? Est-ce que vous en êtes exonéré ou est-ce que vous avez des dossiers, entre guillemets, qui perdurent en fonction des années? Bon, en fait, notre base de données, elle est déclarée d'ailleurs dans le décret, je ne sais plus de quand il date, mais enfin, on a un décret. Ensuite, on est contrôlé à la fois par la CNIL régulièrement, etc. Et nous, l'important, c'est d'avoir des liens défense. Donc, en fait, on suit tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que moi, je pense que je suis dans la base de données depuis que je suis rentré à l'armée. Et je pense que je vais y rester jusqu'à ce que je sois... Enfin, voilà. En revanche, quelqu'un qui, par exemple, a eu une activité à la défense et qui n'en a plus depuis plusieurs dizaines d'années, au bout d'un moment, là, évidemment, ce sera caduc. Nous allons prendre une question en audio. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc Tanguy pour Le Marin. J'ai en fait 3 questions. D'abord, bonjour mon général, est-ce que vous pouvez nous expliquer le suivi que vous pouvez faire des anciens militaires qui détiennent des connaissances intéressantes de compétiteurs? Alors, il y a actuellement une affaire qui fait un peu de bruit avec un ancien pilote de Rafale Marine, mais c'est pas la seule. Deuxième question, quel type d'action vous avez pu mener pendant le déploiement du groupe aéronaval, avec combien de vos personnels et pour combien de temps, parce que c'est un déploiement loin et longtemps. Et enfin, dernière question, quel rétex vous avez tiré du dernier salon aéronaval, et est-ce que durant ce salon ou hors de ce salon, vous avez détecté des actions particulières contre nos industriels du naval? Merci à vous. Merci. Alors, sur la question en fait qui revient à l'actualité là, des pilotes français qui sont allés faire des formations en Chine. Donc cette affaire-là, qui maintenant est bien documentée, elle a touché l'ensemble des pays occidentaux et notamment d'ailleurs la Grande-Bretagne. Quand on a détecté tous ces éléments, on a d'abord nous à notre niveau essayé de recenser quels étaient les gens qui étaient concernés. Ensuite, on a fait des entraves, au sens où on est allé voir les gens en leur expliquant que ce n'était pas forcément une bonne idée de le faire. Voilà, donc il y en a certains qui ont écouté nos conseils et qui ont arrêté tout de suite, d'autres qui ont plus ou moins prolongé. On était, pour le dire clairement, on était assez démunis en fait par rapport à ces problématiques. Et d'ailleurs, j'avais eu une réunion à l'époque en 2022, quand j'ai pris mes fonctions, avec l'ensemble des partenaires de l'OTAN. Et en fait, personne n'avait d'outils réglementaires ou législatifs pour répondre efficacement à ce sujet-là. C'est ce qui a lancé en fait les réflexions dans le cadre de la loi de programmation militaire sur le fameux article 42. Et donc aujourd'hui, nous, on est vraiment doté d'un outil
qui nous permet effectivement maintenant de bien prendre en compte ces aspects-là. Et donc des gens qui ont eu des fonctions sensibles, dont on estime que leur savoir-faire aussi peuvent être sensibles, eh bien il y a une obligation de déclaration dans les 10 ans après avoir tenu ces fonctions, si jamais les gens veulent servir soit un État, soit une institution, soit une entreprise de la sécurité et de la défense dans ce domaine-là. Et là, il y a tout un processus qui se met en place et c'est soumis à autorisation du ministre. Et si jamais il passe outre, eh bien là, il y a des sanctions qui peuvent tomber. Voilà. Et en parallèle de ça, on a tout ce qui est lié au secret de la défense nationale sur ces sujets-là. Voilà. Donc on a toute une gamme qui a été mis en place. Et on continue à veiller, évidemment, parce que il y a toujours une volonté, comme je le disais, de rattrapage. Donc ça peut être technologique ou de savoir-faire. Donc ça, on le suit. Voilà sur la première question. Sur la partie du GAN, en fait, on a testé un nouveau dispositif. Je ne voudrais pas exactement comment ça s'est passé, mais en fait, on a testé un dispositif avec une partie du trajet qui a été couvert par un officier qui était embarqué, était conseiller de la contre-ingérence, et qui a permis en fait de bien mettre en place d'éveiller l'ensemble de l'état-major et du GAN à ces problématiques, et puis d'échanger sur ces questions-là au moment de la mission. Et ensuite, on a inséré des personnels de la direction dans les équipes qui préparent les escales, ce qui permettait en fait, parce que c'est évidemment en pleine mer, la contre-ingérence est quand même difficile. En revanche, dans les escales, c'est là où il y a une vraie, évidemment, menace. C'est là où il y a des interactions possibles. Et donc là, on s'est déployé en avance de phase avec les équipes qui préparaient les escales. On est resté sur place pendant l'escale. Et là, on travaille beaucoup avec d'abord les services locaux pour échanger, avec l'ambassade, mais aussi avec l'ensemble des acteurs portuaires, etc., pour pouvoir évaluer les zones sensibles, est-ce qu'il y a des vulnérabilités particulières. Et là, pareil, on fait beaucoup derrière de sensibilisation, de conseils au commandement pour que ce soit mis en place. Voilà. Sur le rétex Euronaval, c'était vraiment le premier salon Euronaval après le Covid qui est vraiment monté en puissance, parce que le tout premier, c'était vraiment une reprise. Voilà. Là, c'était vraiment... il y avait beaucoup d'activités. Et là, clairement, oui, il y a eu une action... on sentait bien qu'il y avait un intérêt fort de tout le monde. Les domaines là qui ont été ciblés, en dehors de ce que je disais sur l'aéronautique, donc l'aéronautique et l'aéronaval, et les technologies de rupture, où on voyait quand même qu'il y a quasiment maintenant énormément de sociétés qui travaillent avec des briques d'IA, etc. C'était tout ce qui est lié à la lutte des mines, anti-mines, et tout ce qui est lié en fait à la problématique de tout ce qui est grand fond marin. Ça, c'est deux thématiques qui sont évidemment très intéressantes pour l'ensemble des acteurs ingérants, parce que d'abord, on a des vrais savoir-faire dans notre BITD, et que c'est deux domaines, la guerre des mines et puis les grands fonds, qui sont des domaines d'intérêt et qui se développent dans le cadre d'une future possible confrontation. Les gens pensent à ces nouveaux domaines. Voilà, donc oui, il y a eu pas mal d'actions, et ce type d'action, c'est typiquement des prises de vue de maquettes, c'est des gens qui viennent poser des questions sur le salon et qui commencent à être vraiment insistants et qui commencent à poser des questions qui vont bien au-delà du seul renseignement classique dites-moi ce que fait votre produit. Là, c'est quasiment des choses très précises sur les caractéristiques, sur possiblement des modes de fabrication. Voilà, et donc là, on sent bien qu'il peut y avoir derrière une volonté de capter de l'information, alors que c'était pas forcément prévu au départ. Voilà. J'ai répondu à vos questions. Oui, excellemment. Merci, mon général. Bonjour, mon général Éric Biégala, Radio France. Vous avez mentionné tout à l'heure près de 1 demi-million d'enquêtes de sécurité par an.
avec 1600 personnels, ça fait 300, 400 enquêtes pour chacun de vos agents, ça fait beaucoup. Ou alors ces enquêtes de sécurité sont faites peut-être un petit peu rapidement, je ne sais pas. Alors, je me posais la question, après avoir visité une usine MBDA qui fabrique du missile, les gens recrutent ce qu'ils appellent des compagnons. En fait, finalement, ce sont des ouvriers avec des qualifications à la base qui ne sont pas fantastiques, mais qui seront habilités de toute manière secrets, voire très secrets, parce qu'ils travaillent sur des matériels tout à fait particuliers. Comment on fait les enquêtes de sécurité sur ce genre de recrutement? Alors, point particulier, nous sommes le service d'enquêteurs qui faisons le plus d'enquêtes en France. Pourquoi? Parce qu'on a l'ensemble de la palette. On fait aussi bien ce qu'on appelle du contrôle primaire, donc quelqu'un qui veut rentrer dans une emprise, que des très secrets, etc. Donc on a toute la palette. C'est pour ça qu'on a autant de volume. Ensuite, il n'y a pas 1600 personnes qui font ces enquêtes. C'est beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus, du coup, par personne. Et en fait, ça fait à peu près une enquête qui tombe toutes les 18 secondes. Oui, donc ça fait beaucoup quand même. Donc comment ça se passe? En fait, le processus, d'une manière globale, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, le processus, parce que c'est quelque chose qui date il y a très longtemps, hein, mais ces dernières années, on a en fait tout rassemblé effectivement à la direction centrale pour que ce soit d'abord, cohérent, et deux, qu'on puisse absorber la charge, sans pénaliser la recherche du renseignement classique. La deuxième chose, c'est que le processus, il est quasiment identique. Ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle la profondeur d'enquête. Voilà. Le troisième point, c'est que c'est une enquête administrative. Donc ça veut dire que c'est basé, dans un premier temps, sur la déclaration de l'individu, et ensuite sur le pourquoi on fait l'enquête. Voilà. Ce n'est pas la même chose quand quelqu'un qui va travailler sur des informations très secrètes de celui à qui il veut juste demander à rentrer sur un site pour, je ne sais pas moi, réparer un transformateur électrique. Donc c'est ça déjà qui va déterminer. Donc on va déterminer les enquêtes. Donc là, il va y avoir du déclaratoire pour savoir en fait qui il est, où il est né, ses parents, etc., son adresse, éventuellement ses métiers d'avant. Et donc là, on va regarder, en fait, par rapport à ça, est-ce qu'il est aussi connu dans les fichiers, par exemple, de la justice. Et derrière, on va faire cette enquête. Et puis, si jamais il y a des choses qui nous paraissent, non pas bizarres, mais qui nécessitent un approfondissement, là, on va aller creuser. Encore une fois, en fonction de ce pourquoi on fait l'enquête, on va mettre le curseur évidemment à des profondeurs différentes. Ça veut dire que si jamais vous avez, ça les militaires le connaissent bien, et ceux de la BITD qui remplissent leur notice individuelle aussi, quand vous allez vouloir faire de l'habilitation, parce que vous allez avoir accès à des informations ou à du matériel classifié, là en fait on va pouvoir augmenter l'enquête aussi à votre entourage, ascendant, descendant, voir les frères et sœurs, etc. Et ce qui va nous permettre en fait de voir l'environnement. C'est ça en fait qu'on va faire. Donc aujourd'hui, le challenge pour moi, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait aussi ces outils un peu modernes, c'est que l'idée c'est de pouvoir, ce que vous avez soulevé, c'est automatiser un maximum de choses pour que les agents du service se focalisent justement sur la vraie plus-value qu'ils peuvent apporter sur l'analyse. Voilà. Donc ça c'est important, et pour qu'on ait une bonne compréhension des vulnérabilités. Voilà. Un point qui me semble important aussi, c'est si jamais le service émet un avis restrictif ou défavorable, c'est pas forcément parce que vous êtes un espion potentiel. C'est parce que possiblement il y a des vulnérabilités qui existent et qui pourraient vous mettre, vous, en difficulté. Voilà. C'est notamment le cas quand on a de la famille à l'étranger. Parce que possiblement, on ne remet pas en cause la loyauté de l'individu, mais on sait que dans certains pays, malheureusement, il y a des moyens de pression sur les familles qui peuvent en fait vous poser un problème à l'individu de loyauté, entre évidemment la loyauté à l'institution et la loyauté à sa famille qui possiblement pourrait être en danger. Donc pour éviter ça, nous on va dire
évitons de le mettre sur tel ou tel poste. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaille. C'est un challenge de tous les jours, hein, parce que c'est évidemment, c'est très, très volumineux, et on a une augmentation très régulière, parce que là aussi, il y a une prise de conscience, notamment des industriels, que dans le contexte dans lequel que j'ai décrit, hein, il y a un besoin quand même de s'assurer que la protection est là, qu'il y a une vraie sécurité, et donc on a tendance à augmenter effectivement les gens qui ont besoin d'avoir ce type d'enquête. Et quelles compétences faut-il avoir pour rejoindre la DRSD ? Beaucoup de compétences différentes. Voilà. Moi, j'ai à la fois des analystes renseignements assez traditionnels, hein, qui ont fait des études de type géopolitique, Sciences Po, les facs. J'ai des gens qui sont un peu plus spécialisés. Vous voyez, par exemple, secrétaire du Lofer, on essaie d'avoir des gens, enfin pas tous, hein, mais on essaie d'en avoir certains qui ont fait évidemment des formations ou qui ont eu un parcours de juristes. On a pas mal de gens dans le cyber, data scientists, développeurs, évidemment tous ceux qui travaillent dans les systèmes d'information. On a des gens qui font du contrôle, donc on a des gens qui possiblement peuvent faire tout ce qui est homologation de systèmes d'information. Enfin, voilà. On a des métiers aussi originaux, des dépoussiéreurs par exemple. Donc c'est une petite niche, hein, mais voilà. Et puis on a tous les gens qui sont sur le terrain, qui sont soit des sous-officiers principalement en deuxième partie de carrière, soit des jeunes qu'on appelle agents de contre-ingérence économique, qui eux sont des agents qui ont fait plutôt des formations, souvent des formations là aussi de type un peu Sciences Po ou alors tout ce qui est lié à l'intelligence économique, et qu'on va former pour qu'ils puissent être des agents de terrain. Voilà. Ah bah, je vous encourage. Alors, ça tombe bien, justement. Le métier dépoussiéreur, je l'ai découvert comme vous. Et nous avons un podcast qui présente justement le parcours d'un dépoussiéreur qui sera présenté, enfin qui sera en ligne demain. Ça s'appelle DevJob. Demain sur tous nos réseaux. Alors, c'est quelqu'un qui a un aspirateur. En plus, c'est vrai. Non, en fait, c'est vous avez aujourd'hui une réunion qui est prévue dans cette salle, par exemple avec le ministre et ses homologues. En fait, on va venir, on va tout démonter et on va vérifier qu'il n'y ait pas de matériel de captation d'informations dans les prises, dans les murs, dans les faux plafonds, dans les ampoules, partout. Ils sont assez peu nombreux, hein, ils sont une quinzaine. Ah non, c'est des gens de chez moi. Il y a quelques entreprises qui le font effectivement dans le monde civil, hein, mais nous on le fait, et il y en a quelques-uns dans les institutions. Voilà. Donc moi j'ai une équipe complète là-dessus qui travaille là-dessus. Prenez le micro parce que comme nous avons des journalistes qui sont en ligne. Du coup, dans quel type d'endroit travaille cette quinzaine de personnes En fait, tous les lieux institutionnels qui peuvent accueillir voilà, des réunions dans lesquelles il y a des informations qui sont sensibles ou classifiées. Donc ça peut être à Ballard, dans certains bureaux des autorités, ça peut être des salles de réunion, ça peut être les missions de défense. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus. Après, il faut que ce soit bien cadré, parce que sinon, ça ne sert à rien de dépoussiérer une pièce qui n'est pas après, évidemment, sécurisée. Évidemment. Mais voilà. Vous avez donc justement le dépoussiéreur qui témoigne un petit peu en expliquant quel type de mission il réalise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, on va en finir là. Merci beaucoup, Général. On va écouter l'extrait peut-être avant de passer au point sur les opérations militaires françaises. Bonjour, je m'appelle Quentin, je travaille à la DRSD et je suis dépoussiéreur. Un dépoussiéreur, c'est celui qui va faire des opérations de sécurité électronique. Je vais chercher des micros, des caméras ou des traceurs GPS au profit des plus hautes autorités de l'État, qu'elles soient militaires ou civiles, qui ont un lien avec la défense. Merci beaucoup. Colonel, c'est à vous.
Madame la directrice, bonjour à tous et à toutes. On va commencer ce tour d'horizon des opérations avec traditionnellement l'Europe où du nord au sud, les armées françaises s'engagent au sein de l'OTAN pour la sécurité collective. Sur le flanc oriental de l'Alliance, l'action des armées françaises s'inscrit dans le cadre opérationnel et stratégique de l'OTAN. Et les opérations et les exercices qui sont menés sur terre, sur mer et dans les airs démontrent l'interopérabilité des unités alliées et leur capacité à faire face ensemble à toute crise. En Estonie d'abord, les soldats français de la compagnie d'infanterie légère déployés auprès de l'Estonian Defence League ont participé du 4 au 6 avril à l'exercice TROTS 25. Au cours de cet exercice, les soldats des deux pays se sont entraînés au combat en zone marécageuse, contribuant ainsi à approfondir leur haut niveau de préparation opérationnelle. Ce déploiement périodique au sein de l'Estonian Defence League illustre le partenariat privilégié qui est tissé entre les forces armées françaises et estoniennes. En Roumanie maintenant, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a réalisé une campagne de tir interarmes au cours de l'exercice Eagle Strike. Les unités ont pu mettre en œuvre des canons César, des mortiers lourds de 120 mm ou encore des véhicules de combat d'infanterie Griffon. La France et ses alliés de l'OTAN déploient des capacités du haut du spectre au sein du bataillon multinational, renforçant ainsi la posture défensive de l'Alliance sur le flanc oriental. Par ailleurs, dans le ciel européen maintenant, aux Pays-Bas, du 31 mars au 11 avril, les forces aériennes de l'Alliance poursuivent leur participation à l'exercice annuel de haute intensité Ramstein Flag 25. Cet exercice interallié de grande envergure regroupe plus de 90 avions de combat en provenance de plus de 15 pays de l'OTAN. La participation française de l'armée de l'air et de l'espace comprend 5 Rafales, un AWACS ainsi qu'un ravitailleur A330 MRTT. Ramstein Flag, c'est l'occasion pour les équipages français de tirer de nombreux enseignements tactiques et techniques et de parfaire leur capacité à opérer en coalition. Cet exercice renforce la puissance aérienne de l'OTAN, qui est un élément essentiel au maintien de la posture dissuasive de l'Alliance et à la défense collective de tous ses membres. On passe à la Méditerranée, où les bâtiments de la Marine nationale, donc les chasseurs de mines tripartites Lyre et Céphée, mènent des patrouilles aux côtés de leurs alliés de l'OTAN. Alors, le Céphée a permis de conduire le 1er avril une plongée conjointe avec les plongeurs démineurs de la marine slovène, ainsi qu'une démonstration de chasse aux mines. Il a ensuite appareillé le 3 avril afin d'intégrer le Task Group de garde des mines de l'OTAN en Méditerranée. Il participera à compter de cette semaine à l'exercice Italian Minex aux côtés de la marine italienne. Ces deux unités ont vocation à développer l'interopérabilité avec les marines alliées dans les domaines de la guerre des mines et de la maîtrise des fonds marins. Ils contribuent ainsi à la posture permanente et réactive de l'Alliance dans cette zone. Toujours en Méditerranée, les 6 Mirage 2000D qui sont déployés sur la base d'Andravida en Grèce poursuivent leur engagement dans l'exercice multinational Iniokos 25 qui est organisé par l'armée de l'air grecque. Ils ont pris part à des entraînements de combat aérien de haute intensité, incluant des raids composés de 50 chasseurs œuvrant de concert dans un environnement complexe. Iniokos 25 a été l'occasion pour les armées françaises de renforcer leur coopération bilatérale avec la Grèce, tout en profitant d'un cadre opérationnel multinational favorisant la synergie entre les armées participantes. On passe maintenant aux eaux territoriales roumaines en mer Noire. Donc en Roumanie, l'exercice Sea Shield 25 continue cette semaine dans le port de Constanta et les zones maritimes et fluviales roumaines. Les armées françaises y participent avec un Atlantique 2 et un détachement du groupement plongeurs des mineurs Manche. L'exercice qui est organisé par les forces navales roumaines, Sea Shield 25, implique la participation de plus de 2300 militaires provenant de 12 pays de l'OTAN. Les forces participantes s'entraînent ensemble dans des environnements divers, je l'ai dit, maritimes, fluviales, mais aussi terrestres et aériens. Des activités spécifiques incluront la défense des infrastructures critiques, la protection des lignes de communication maritimes et le soutien aux opérations amphibies. Sea Shield 25 vise à renforcer l'interopérabilité des forces navales alliées dans le domaine de la guerre des mines au sein d'un théâtre d'opérations complexe, permettant ainsi d'assurer la liberté de navigation et de renforcer la sécurité et la sûreté maritime. En Pologne maintenant, dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, les instructeurs français dispensent des formations au profit des forces armées ukrainiennes. Ces formations sont adaptées en fonction des besoins exprimés et se déroulent à la demande du partenaire ukrainien. L'objectif global étant toujours de renforcer la capacité des forces armées ukrainiennes à défendre l'intégrité de leur territoire.
passe maintenant à la Méditerranée orientale, où une frégate française est toujours déployée devant la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Toujours en mer Méditerranée, donc je vous le rappelle, en parallèle de tout ça, le 7 avril, le groupe aéronaval est entré en Méditerranée orientale après avoir franchi le canal de Suez. Le déploiement d'UGAN en Méditerranée démontre la capacité de la France à agréger une coalition puissante pour la défense collective en coordination avec l'Union européenne et l'OTAN. En mer Rouge, maintenant, une frégate française est déployée au sein de l'opération européenne Aspides pour accompagner et protéger les navires de commerce en transit de Suez à Ormuz. Les armées françaises participent activement à la sûreté maritime dans cette zone pour garantir la liberté de navigation et le respect du droit international. On passe au Liban, où les soldats français de la Force Commander Reserve de la FINUL mènent des patrouilles au sud Liban afin d'appuyer le redéploiement des forces armées libanaises sur le terrain. Du 4 au 5 avril, la FCR a conduit l'opération SEIAC 2 en étroite coordination avec les FAL. Cette opération conjointe a mobilisé environ 200 militaires et une cinquantaine de véhicules blindés déployés le long de la Blue Line pour dépolluer la zone marquée par la présence de munitions non explosées. Au cours de leur patrouille menée conjointement avec les FAL, plusieurs lance-roquettes et des munitions opérationnelles ont été découvertes. La remise de ces armes aux FAL démontre l'efficacité du dispositif de reconnaissance et la qualité de la coordination entre la FCR et les FAL. On passe à la coopération avec l'Irak. Les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont assuré la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre Daesh. Et du 27 mars au 3 avril, le détachement de chasse de Rafale biplace a effectué 14 sorties aériennes pour un total d'environ 66 heures de vol. En parallèle, donc le 1er avril, les Rafales ont réalisé 2 missions d'entraînement de défense aérienne avec les forces irakiennes. Ces vols de Partner Nation Integration ont permis un échange privilégié avec les forces irakiennes, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre ces deux nations. Toujours en Irak, la task force Lamassu, en coopération avec les forces françaises aux Émirats arabes unis, poursuit la formation du 5e bataillon du désert. Celui-ci s'est concentré sur le combat interarmes avec l'intégration des unités spécialistes, donc tireurs de précision, artilleurs, etc. Ces unités ont vocation à être déployées aux frontières du pays afin de lutter contre la résurgence de Daesh. On passe à la Corne de l'Afrique, où la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de défense bilatéral qui lie les deux pays. Ainsi, du 30 mars au 6 avril, les Mirage 2000-5 des FFDJ ont effectué 19 sorties aériennes. Les pilotes ont notamment pu s'entraîner au ravitaillement en vol, qui est une manœuvre essentielle pour opérer loin et longtemps. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. Toujours dans la zone Afrique, au large du Ghana, le patrouilleur de haute mer, commandant Ducoin, déployé en mission Corimbe, ainsi que le patrouilleur espagnol Relampago, ont mené ensemble des entraînements conjoints au cours de leur patrouille dans la zone. Les marines françaises et espagnoles sont toutes deux engagées dans le golfe de Guinée pour contribuer à la lutte contre la pêche illicite, la piraterie ou le trafic de stupéfiants, assurant ainsi la sûreté maritime dans cette zone. On passe au Cameroun, où un stage intensif de formation multidomaine est organisé du 31 mars au 18 avril pour les militaires camerounais dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les forces armées camerounaises et le détachement de liaison interarmée au Gabon. L'objectif principal de ce stage, c'est de renforcer les savoir-faire des militaires des forces armées camerounaises à travers les modules d'instruction, de tir et de combat, de déminage et de secourisme. Ce stage s'inscrit dans une collaboration continue entre le Cameroun et la France pour renforcer les capacités locales en matière de sécurité. Il permet un échange de savoir-faire entre les militaires français et camerounais et il contribue à la sécurité régionale. On passe maintenant à la zone océan Indien. À Mayotte, sous l'autorité du ministère des Outre-mer, le bataillon de reconstruction, le BATREC, poursuit ses chantiers afin de renforcer les efforts de reconstruction. Le BATREC est actuellement engagé sur 4 chantiers dans les localités de Bandraboua, Tsingoni, Pamanzi et Bandrélé sur demande de la préfecture. On passe maintenant à la Polynésie française, où le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a appareillé ce jeudi 10 avril dans le cadre de la mission de surveillance des pêches Aquarius 25. Ce déploiement témoigne de l'engagement de la France dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en coopération avec les États insulaires du Pacifique, qui sont les partenaires stratégiques de la région.
En Nouvelle-Calédonie maintenant, les avions de patrouille maritime Falcon 200 des forces armées de Nouvelle-Calédonie ont effectué plusieurs vols de surveillance maritime de la zone économique exclusive française au cours de cette semaine. Ces vols contribuent à la protection des ressources halieutiques et à la lutte contre les trafics en tout genre dans la région. On passe maintenant à la zone Antilles-Guyane, où le déploiement du groupe amphibie de la mission Jeanne d'Arc 25 participe pleinement à l'affirmation de la souveraineté de la France. En Guyane, les hélicoptères Gazelle du sous-groupement aéromobile embarqués à bord du porte-hélicoptère ont mené des vols en appui aux forces armées en Guyane. Ces vols réalisés dans le cadre de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal Harpie ont ainsi activement contribué à la lutte contre les trafics illicites sur le territoire national. Aux Antilles, le groupe amphibie a également intégré 2 bâtiments des forces armées aux Antilles, donc le patrouilleur Antilles-Guyane, la combattante, ainsi que la frégate de surveillance Germinal, au cours d'une patrouille en mer des Caraïbes. Donc, par ailleurs, le groupe amphibie de la mission Jeanne d'Arc a mené au cours de sa mission, un exercice d'assistance à la population en coordination avec les FAA, ainsi que des exercices d'évacuation de ressortissants en coopération avec les FAG. Ces entraînements réguliers des forces de souveraineté illustrent la capacité de réaction des forces armées françaises. Et la mission Jeanne d'Arc contribue ainsi directement à la protection de la population, du territoire national et des intérêts de la nation. À l'issue de cette mission aux Antilles, le groupe Jeanne d'Arc a poursuivi sa patrouille en mer des Caraïbes avant de faire escale à Carthagène, en Colombie, le 8 avril. Dans un contexte d'augmentation du narcotrafic dans la zone Amérique latine et Caraïbes, la France agit aux côtés de son partenaire colombien pour lutter contre les trafics illicites en tout genre. Ceci conclut cette présentation.